Il existe une distinction, une ligne fragile, qui peut soit vous sauver la vie, soit vous détruire. Une distinction que Machiavel maîtrisait il y a 500 ans, et que la psychologie de 2024 a finalement pu mesurer avec une précision neurologique stupéfiante. La différence, mes amis, entre combattre et forcer, elles se ressemblent, n'est-ce pas? Toutes deux impliquent un effort intense. Toutes deux impliquent de la résistance. Toutes deux impliquent de ne jamais abandonner. Mais l'une vous fortifie, l'autre vous détruit. Et la plupart des gens ne savent pas distinguer l'une de l'autre jusqu'à ce qu'il soit trop tard aujourd'hui. Je vais vous enseigner exactement comment distinguer ces deux états. Je vais vous révéler les signaux neurologiques, psychologiques et stratégiques qui séparent le combat sain de l'acharnement toxique. Et plus important encore, je vais vous donner la méthode machiavélique pour identifier instantanément dans lequel de ces deux états vous vous trouvez. Mais avant toute chose, vous devez comprendre quelque chose de brutal. Toute cette narration de ce mantra du « ne jamais abandonner » est dangereusement incomplète. On vous a vendu l'idée, l'illusion, que persévérer est toujours une vertu, que celui qui abandonne est faible, lâche, que renoncer, c'est échouer. Et cette croyance, cette idée reçue, a détruit des millions de personnes. Parce qu'il y a des moments où persévérer est héroïque, et il y a des moments où persévérer est un suicide stratégique. Machiavel comprenait cette distinction mieux que quiconque. Dans Le Prince, il décrit deux types de dirigeants, confrontés à l'adversité. Le premier type combattait les obstacles réels, avec des stratégies adaptables. Quand quelque chose ne fonctionnait pas, ils changeaient de tactique, mais maintenaient l'objectif. Ils utilisaient la résistance comme une information pour ajuster leur approche. Ils devenaient plus forts. À chaque bataille, le second type s'acharnait contre la réalité, avec des stratégies rigides. Quand quelque chose ne fonctionnait pas, ils poussaient simplement plus fort. Ils interprétaient toute résistance comme quelque chose qu'ils devaient écraser, avec encore plus de force. Ils s'épuisaient et finissaient par se détruire. La différence n'était pas la quantité d'efforts, c'était la qualité de la relation avec la réalité. Laissez-moi vous donner un exemple historique, concret. Louis XI, le roi que Machiavel admirait profondément, affrontait des défis constants, mais son approche était adaptative. Quand la force militaire directe ne fonctionnait pas, il utilisait la diplomatie. Quand la diplomatie échouait, il formait des alliances. Quand les alliances s'effondraient, il attendait le moment opportun. Louis XI combattait. Il ne renonçait jamais à ses objectifs, mais il ajustait constamment ses méthodes en fonction de ce que la réalité lui montrait. Le contraste, saisissant, était Charles le téméraire de Bourgogne. Charles était courageux, puissant, déterminé. Mais quand il rencontrait de la résistance, sa seule réponse était plus de force. Quand ses armées perdaient, il recrutait plus de soldats. Quand ses tactiques échouaient, il les répétait simplement, avec plus d'intensité. Charles s'acharnait, et son acharnement l'a conduit à la mort, à la bataille de Nancy, où son armée fut détruite, parce qu'il refusa d'adapter sa stratégie. L'histoire est brutale dans sa leçon. Charles avait plus de ressources que Louis XI. Il avait des armées plus grandes. Il avait un territoire plus riche. Il avait tous les avantages matériels. Mais Louis XI avait quelque chose que Charles ne pouvait ni acheter, ni hériter. Il avait la capacité de lire la réalité et de s'y adapter. Quand Louis XI subissait une défaite, il ne la voyait pas comme une insulte personnelle, il la voyait comme une information. Que me dit cette défaite? Que dois-je ajuster? Charles voyait chaque défaite comme un affront à son honneur, quelque chose qui devait être vengé, avec plus de force. Il n'apprenait pas de ses échecs, il les enterrait, sous plus de troupes, plus d'argent, plus de violence. Louis XI mourut de vieillesse, gouvernant un royaume qu'il aida à construire. Charles mourut à 43 ans, son corps mutilé sur le champ de bataille, son duché absorbé par ses ennemis,
Tous deux étaient persistants. Tous deux ne renonçaient jamais. Mais l'un combattait et l'autre s'acharnait. Et la différence fut la vie ou la mort. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment la science de 2024 valide cette distinction. Les études sur l'esprit de développement versus l'esprit fixe révèlent quelque chose de fascinant. Les personnes avec un esprit de développement voient les obstacles comme des opportunités d'apprentissage. Quand quelque chose ne fonctionne pas, elles se demandent ce qu'elles peuvent apprendre et comment elles peuvent s'adapter. Les personnes avec un esprit fixe voient les obstacles comme des menaces à leur identité. Quand quelque chose ne fonctionne pas, elles sentent que leur valeur personnelle est en jeu, alors elles forcent plus dur pour prouver qu'elles ont raison. L'esprit de développement produit un combat sain. L'esprit fixe produit un acharnement toxique. Et voici la différence neurologique. Quand vous combattez sainement, votre cerveau maintient l'activation du cortex préfrontal, la région responsable de la pensée stratégique, de la flexibilité cognitive et de la résolution créative de problèmes. Reste active, vous pouvez penser clairement, vous pouvez voir des options, vous pouvez vous adapter. Quand vous vous acharnez de manière toxique, votre cerveau entre en mode de menace, l'amygdale s'active, le cortex préfrontal reçoit moins de ressources, votre capacité à penser stratégiquement diminue. Vous ne pouvez voir qu'une seule option, pousser plus fort. L'acharnement vous rend littéralement moins intelligent, alors que vous croyez être plus déterminé. Cela explique quelque chose que nous avons tous observé, des personnes brillantes qui prennent des décisions catastrophiques, sous pression. Ce n'est pas qu'elles soient devenues bêtes, c'est qu'elles ont activé le mode acharnement et ont perdu l'accès à leur intelligence supérieure. Les scanners d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle de 2024 montrent ce schéma avec une clarté terrifiante. Quand une personne entre en mode acharnement, l'activité du cortex préfrontal dorsolatéral diminue jusqu'à 40%, et c'est précisément la région responsable de la pensée abstraite, de la planification à long terme et de l'évaluation des conséquences. C'est comme si la moitié de votre cerveau exécutif s'éteignait juste au moment où vous en avez le plus besoin. Cela crée un piège mortel. Plus vous vous acharnez, moins vous êtes capable de voir. Que vous vous acharnez, moins vous voyez. Plus vous vous acharnez, le cycle continue jusqu'à l'effondrement. Machiavel l'a vu 1000 fois dans les cours européennes, des dirigeants qui se détruisaient, convaincus qu'ils étaient forts, qui confondaient obstination aveugle avec détermination stratégique. Mais calmez-vous, parce qu'il existe des signaux spécifiques qui distinguent le combat de l'acharnement. Le premier signal est la relation avec la rétroaction. Quand vous combattez sainement, vous recherchez activement la rétroaction. Vous voulez savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous utilisez les résultats comme des informations pour ajuster votre approche. La résistance vous enseigne quelque chose d'utile. Quand vous vous acharnez de manière toxique, vous évitez ou ignorez la rétroaction. Vous ne voulez pas entendre que quelque chose ne fonctionne pas. Vous interprétez toute critique comme une attaque. La résistance est quelque chose à détruire et non quelque chose dont on peut apprendre. Posez-vous honnêtement la question. Quand quelque chose ne fonctionne pas dans votre vie, votre première réaction est-elle de chercher ce que vous pouvez apprendre ou d'insister avec la même stratégie? Le deuxième signal est l'état émotionnel prédominant. Quand on combat sainement, on peut ressentir une frustration temporaire, mais une sensation de défi énergisant prédomine. Il y a de la difficulté, mais il y a aussi de la vitalité. On se sent vivant dans le processus,
même si c'est dur. Quand on s'acharne toxiquement, c'est le désespoir qui domine, l'anxiété chronique, l'épuisement. Il n'y a aucune vitalité. Seulement de la résistance contre quelque chose qui semble de plus en plus lourd. On se sent constamment vidé. Il y a une énorme différence entre être fatigué après une journée productive de combat et être épuisé chroniquement par le fait de s'entêter contre quelque chose d'immobile. Le troisième signal est la flexibilité des méthodes. Quand on combat sainement, on maintient l'objectif, mais on change les méthodes constamment. Si quelque chose ne fonctionne pas, on essaie autre chose. On est comme de l'eau qui trouve son chemin autour des obstacles. Quand on s'acharne toxiquement, on s'accroche à une méthode spécifique comme si elle était sacrée. Si elle ne fonctionne pas, on la met en œuvre de manière encore plus intense. On était comme quelqu'un qui frappe un mur en espérant qu'il finira par céder. Une étude de 2024 sur la résilience a révélé que la flexibilité psychologique est le facteur prédictif le plus fort du bien-être sous stress. Pas la persistance aveugle, la capacité de maintenir la direction tout en adaptant le chemin. Pensez à l'eau. L'eau atteint toujours la mer. C'est son objectif. Mais elle ne force jamais à travers les rochers. Elle coule autour d'eux, trouve des fissures, attend quand c'est nécessaire, érode lentement ce qu'elle ne peut contourner. L'eau est infiniment persistante et simultanément infiniment flexible. C'est la différence entre le combat et l'acharnement, en une image. Le quatrième signal est la narration interne. Quand on combat sainement, notre narration interne ressemble à ceci. C'est difficile, mais j'apprends. Ou ça n'a pas fonctionné cette fois, mais je peux ajuster mon approche. Il y a de la place pour l'échec temporaire, sans que cela signifie un échec permanent. Quand on s'acharne toxiquement, notre narration est « si je n'y arrive pas, cela signifie que je ne vaux rien » ou « je ne peux pas me permettre d'échouer, parce que cela me définit ». Notre identité est fusionnée avec le résultat. Il n'y a aucun espace pour apprendre des erreurs. Des études montrent que les individus avec un esprit de développement perçoivent les échecs comme des opportunités d'apprentissage, maintenant des émotions positives, même en cas d'échec. Ceux qui ont un esprit fixe attribuent l'échec à des déficiences inhérentes, ce qui conduit à des sentiments d'impuissance et à une sensibilité à l'anxiété et à la dépression. Un peu comme le concept de victime expiatoire si cher à la psyché française. Le cinquième signal est le coût cumulatif. Quand on combat sainement, il y a du défi, mais il y a aussi de la récupération. Et on peut se reposer après l'effort. Il y a des cycles de tension et de relaxation. Notre corps et notre esprit ont le temps de se reconstruire. Quand on s'acharne toxiquement, il n'y a aucune récupération. Chaque jour ressemble au précédent, mais en pire. La tension est constante. Le repos ne restaure pas. On accumule des dommages sans réparation. Des études sur le burn-out montrent que les médecins en formation ont des taux plus élevés d'épuisement, d'anxiété et de dépression que d'autres professionnels. Et un outil psychologique CLE pour combattre cela est la promotion d'un esprit de développement qui augmente la résilience et améliore les résultats en matière de santé mentale. En d'autres termes, la différence entre combattre et s'acharner peut être littéralement la différence entre la santé et la maladie mentale. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi la plupart des gens confondent l'acharnement avec la vertu. La culture du hustle a romancé la souffrance. On vous a dit que si vous ne souffrez pas, vous ne progressez pas, que la douleur est le prix du succès, que les gagnants endurent simplement plus longtemps que les perdants. Et cette narration est partiellement vraie et profondément dangereuse. Elle est vraie dans le sens où la croissance authentique implique de l'inconfort. On ne peut pas grandir sans sortir de sa zone de confort. Le combat sain est essentiel pour le développement. Elle est dangereuse parce qu'elle efface la distinction cruciale entre l'inconfort de la croissance et les dommages cumulatifs, entre la résistance qui vous fortifie et la résistance qui vous détruit. Machiavel a observé quelque chose de similaire à son époque. Les courtisans qui travaillaient inlassablement sans stratégie étaient loués pour leur dévouement.
Mais ils commettaient fréquemment les pires erreurs. Pendant ce temps, ceux qui travaillaient moins, mais plus stratégiquement, étaient critiqués pour paraître paresseux. Mais c'étaient eux qui produisaient réellement des résultats. Comme le disait La Fontaine, rien ne sert de courir, il faut partir à point. L'effort visible n'est pas la même chose que l'effort efficace. Et voici le paradoxe brutal. L'acharnement semble souvent plus impressionnant que le combat sain. Quelqu'un qui s'acharne semble plus engagé, plus déterminé, plus sérieux. Quelqu'un qui combat sainement, qui se repose quand c'est nécessaire, qui adapte ses stratégies, peut sembler moins dévoué. Mais regardez les résultats à long terme. Ceux qui s'acharnent finissent soit par s'effondrer. Ceux qui combattent sainement continuent d'avancer des décennies plus tard. Une étude de la Semaine stoïque de 2024 a révélé que les personnes qui pratiquent le lâcher-prise sur ce qu'elles ne peuvent pas contrôler ont une corrélation de 0,47 avec un équilibre émotionnel positif. Et celles qui pratiquent le contrôle de ce qui est contrôlable ont une corrélation de 0,51 avec l'épanouissement personnel. C'est distinguer le combat et l'acharnement en termes scientifiques. Laissez-moi vous donner un autre exemple historique qui illustre cela parfaitement. Louis XI régnait sur la France à une époque de menaces constantes. Il y avait des ennemis extérieurs, des conspirations internes, des pressions économiques. Si quelqu'un avait une excuse pour s'acharner, c'était lui. Mais Louis XI comprenait la distinction. Quand la force directe ne fonctionnait pas, il utilisait la diplomatie et la ruse pour créer des alliances. Quand les ennemis ne pouvaient être vaincus, il les achetait ou les intimidait. Quand les circonstances étaient adverses, il attendait tout en se renforçant internement. Louis XI combattait constamment, mais il ne s'acharnait jamais. Et le résultat fut un règne long et prospère. Le contraste était Charles le Téméraire, le duc de Bourgogne. Charles le Téméraire s'acharnait sur tout. Il s'acharnait sur la guerre, il s'acharnait sur l'expansion, il s'acharnait sur le pouvoir. Quand il rencontrait de la résistance, il se contentait de pousser plus fort. Charles le Téméraire dépensait des fortunes en armée. Il pillait des villes. Il croyait qu'il pouvait forcer la Bourgogne à devenir un empire par la force. Et au début, beaucoup le suivirent. La grandeur semblait à portée de main. L'acharnement peut sembler la voie de la victoire, surtout lorsqu'il est enveloppé d'ambition illimitée. Mais regardez ce qui s'est passé. Plus Charles le Téméraire s'acharnait, plus il suscitait de résistance. Non pas une résistance ouverte au début, mais une résistance silencieuse, un ressentiment accumulé. Des gens qui souriaient tout en planifiant sa chute. Lorsqu'il fut finalement vaincu à la bataille de Nancy, la Bourgogne s'effondra, divisée et conquise par ses ennemis. Et Charles mourut misérablement sur le champ de bataille. Son acharnement l'avait mené à sa destruction. Il fut torturé, pendu, et brûlé sur la même place où il avait mené ses purges, une fin ironique et tragique. Et en quelques années, il fut exécuté par les mêmes personnes qui l'avaient suivi. Le fait de forcer, de s'entêter, finit toujours par générer une résistance qui te détruit. Une leçon cruelle mais essentielle. Machiavel, qui a vécu ces événements de près, a appris une leçon qui marquera toute sa philosophie. Le pouvoir authentique, le vrai pouvoir, ne se maintient pas par la contrainte. Il se maintient par un équilibre délicat, une danse constante entre fermeté et flexibilité, comme un danseur sur une corde raide. Maintenant, laissez-moi vous donner quelque chose de pratique. Une méthode pour identifier instantanément si vous êtes en train de combattre ou de vous entêter, de foncer tête baissée. La première étape, c'est le scan de votre état corporel. C'est écouter votre corps à n'importe quel moment d'effort. Faites une pause et scannez votre corps. Posez-vous ces questions cruciales. Où est-ce que je ressens des tensions? Est-ce une tension énergisante ou épuisante? Est-ce que mon corps se sent vivant ou complètement vidé? Un combat sain produit une tension localisée et temporaire qui se libère avec le repos. Un entêtement, une obstination excessive, produit une tension diffuse et chronique qui ne se libère pas, même avec le repos. C'est comme porter un fardeau invisible, permanent. Si, après une période de repos, vous continuez à vous sentir aussi tendu,
aussi crispé. Il est fort probable que vous soyez en train de vous entêter, de forcer, de vous acharner inutilement. La deuxième étape, c'est le test de perspective. Prendre du recul. Posez-vous la question suivante. Si je regardais cette situation de l'extérieur, comme un observateur neutre, que verrais-je? Verrais-je quelqu'un travaillant intelligemment vers un objectif, ou quelqu'un se cognant la tête contre le même mur? Encore et encore, très souvent. Nous savons parfaitement quand nous sommes en train de nous entêter, mais notre proximité émotionnelle nous empêche de le voir clairement. Imaginez-vous à la place d'un spectateur, un ami, un collègue. Cette simple astuce peut révéler la vérité crue. C'est un peu comme le fameux effet cocotte-minute français. Quand on est dedans, on ne voit plus rien. La troisième étape, c'est le test des alternatives. Explorez. Demandez-vous, ai-je sérieusement envisagé d'autres façons d'atteindre cet objectif? Ou suis-je agrippé à cette méthode spécifique, comme si c'était la seule option viable? Si vous ne pouvez pas penser à au moins 3 façons alternatives d'aborder votre objectif, il est fort probable que vous soyez en train de vous entêter, de vous enfermer. Un combat sain maintient une flexibilité, une adaptabilité. Un entêtement élimine les options, une par une, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une, une seule, et souvent, la mauvaise. La quatrième étape, c'est le test d'apprentissage. Tirez des leçons. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai appris de la résistance que je rencontre? Si la réponse est rien, juste que je dois pousser plus fort, vous êtes en train de forcer, de vous buter. Un combat sain extrait des informations de chaque obstacle. Comme un chercheur d'or qui tamise la boue, un entêtement ignore l'information et augmente simplement l'intensité. C'est comme augmenter le volume d'une radio qui capte mal. Ça ne marche pas. La cinquième étape, c'est le test de temps. Être lucide sur le temps. Demandez-vous, combien de temps est-ce que je fais ça de la même manière, sans résultat significatif? Il y a un point où la persistance cesse d'être une vertu et se transforme en déni pur et simple. Si vous passez des mois, voire des années, à répéter la même stratégie sans progrès, ce n'est pas un combat sain. C'est un entêtement déguisé en détermination, comme ces projets interminables financés par l'État. Un chercheur. Un scientifique qui passe 10 ans à essayer la même approche sans résultat n'est pas dévoué. Il est piégé, coincé dans une boucle infernale. Le dévouement authentique inclut la disposition à changer de méthode, lorsque les faits, les preuves l'exigent. C'est faire preuve de bon sens. Einstein disait que la définition de la folie, c'est de faire la même chose encore et encore, en espérant des résultats différents. Mais la plupart des personnes qui s'entêtent ne voient pas qu'elles font exactement ça. Elles croient que chaque tentative est différente, parce qu'elles se sentent différemment. Mais les actions sont identiques, et les résultats, inexistants. La sixième étape, c'est le test de coût-bénéfice honnête. Faire le bilan sincèrement. Demandez-vous les coûts de continuer ainsi. Santé, relations, bien-être, opportunités perdues. Justifie-t-il les bénéfices potentiels? Soyez brutalement honnête avec vous-même. Ne vous mentez pas, très souvent. Nous nous entêtons, parce que nous avons peur d'admettre que quelque chose ne fonctionne pas. C'est une question d'ego, mais le coût de l'entêtement se paie toujours, tôt ou tard. Mieux vaut le payer consciemment que d'être détruit par lui. C'est une question de survie. Machiavel écrivait que le dirigeant prudent doit toujours être disposé à changer de cap, selon les vents de la fortune. Non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il comprend que la réalité ne s'adapte pas à ses désirs. C'est faire preuve d'intelligence, cette disposition à s'adapter, à évoluer. C'est ce qui sépare le combat sain de l'entêtement destructeur. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment passer de l'entêtement à un combat sain et constructif. Le premier mouvement, c'est l'acceptation radicale de la situation actuelle. C'est une question d'honnêteté. Vous ne pouvez pas lutter sainement contre quelque chose que vous n'acceptez pas, que vous niez. La résistance que vous expérimentez est réelle. Les obstacles sont réels. Les limites actuelles sont réelles. C'est la base, le fondement. Cela ne signifie pas se résigner. Loin de là.
Cela signifie arrêter de gaspiller de l'énergie à nier la réalité, pour pouvoir utiliser cette énergie à la changer stratégiquement, avec intelligence et discernement. C'est une question de priorité. Le deuxième mouvement, c'est la séparation de l'objectif et de la méthode. Clarifiez. Clarifiez quel est votre objectif fondamental, votre but ultime. Puis reconnaissez que la méthode actuelle n'est qu'une des nombreuses façons possibles de l'atteindre. C'est sortir du tunnel. Si vous ne pouvez pas séparer l'objectif de la méthode, vous êtes probablement fusionné avec une stratégie spécifique, et cette fusion est la racine de l'entêtement. C'est comme être marié à une idée, sans pouvoir divorcer. Le troisième mouvement, c'est la consultation de perspectives externes. Ouvrez-vous. Recherchez activement des personnes qui peuvent vous donner un feedback honnête. Pas des personnes qui vous diront ce que vous voulez entendre, mais des personnes qui vous diront ce que vous avez besoin d'entendre. C'est faire preuve de courage. L'entêtement prospère dans l'isolement, dans le repli sur soi. Un combat sain requiert une communauté, un réseau de soutien, des alliés. C'est la force du collectif. Le quatrième mouvement, c'est l'expérimentation délibérée. Osez tester de nouvelles voies, au lieu de pousser plus fort avec la même stratégie. Testez délibérément quelque chose de différent, pendant une période définie. Traitez cela comme une expérience, pas comme un abandon. C'est l'état d'esprit du scientifique. Si la nouvelle stratégie fonctionne mieux, vous avez une information précieuse. Si elle fonctionne moins bien, vous avez également une information précieuse. Les deux résultats vous rapprochent d'un combat plus sain, plus efficace. C'est apprendre de ses erreurs. Le cinquième mouvement, c'est l'intégration du repos stratégique. Recharger les batteries. L'entêtement ne permet pas le repos. Un combat sain le requiert. C'est vital. Programmer des périodes de récupération délibérées. Pas comme une récompense pour avoir travaillé dur, mais comme une partie intégrante de la stratégie. Le repos n'est pas une absence de progrès. C'est là où le progrès se consolide, où les idées mûrissent. Les études de neuroplasticité montrent que 8 semaines de pratique consciente changent la densité de matière grise dans le cortex préfrontal. Un peu comme refaire le câblage électrique de sa maison. Mais ce changement requiert des périodes de récupération pour se consolider, pour que les nouveaux circuits se mettent en place. C'est une question d'équilibre. Il y a une dernière chose que vous devez comprendre à propos de cette transition. Ce n'est pas un processus linéaire. Vous allez retomber dans l'entêtement. À de nombreuses reprises, avant de maîtriser le combat sain, c'est inévitable. Et ce n'est pas grave. C'est normal. Chaque fois que vous reconnaissez que vous êtes en train de forcer et que vous choisissez consciemment de vous adapter, vous renforcez les circuits neuronaux de la flexibilité, de l'adaptabilité. Chaque fois que vous détectez le schéma, avant qu'il ne vous détruise, vous entraînez votre cerveau à le détecter plus rapidement la prochaine fois. C'est comme apprendre à conduire. Au début, c'est difficile, puis ça devient automatique. Machiavel lui-même a dû apprendre cette leçon à la dure. Pendant des années, il a essayé de forcer son retour au pouvoir à Florence, après son exil. Il écrivait des lettres, cherchait des influences, offrait ses services. Il était obsédé, et rien ne fonctionnait. C'était un combat perdu d'avance. Ce n'est que lorsqu'il a accepté que les circonstances politiques étaient hors de son contrôle, et qu'il a décidé de rediriger son énergie vers ce qu'il pouvait maîtriser, l'écriture, qu'il a produit les œuvres qui le rendraient immortel, Le Prince, Discours sur la première décade de Tite-Live, L'art de la guerre. Toutes sont nées d'une acceptation stratégique, pas d'un entêtement désespéré. C'est la différence entre l'échec et le succès. Si Machiavel avait continué à forcer son retour au pouvoir, il serait probablement mort frustré et oublié. Un simple figurant de l'histoire. Au lieu de cela, il est devenu un géant, un visionnaire, un maître, grâce à sa capacité à s'adapter, à apprendre, à évoluer. En choisissant de combattre différemment, il est devenu l'un des penseurs les plus influents de l'histoire de l'humanité. Cette chaîne existe pour partager des vérités psychologiques qui transforment. Pour traduire la sagesse de Machiavel dans un langage que vous pouvez appliquer à votre vie maintenant.
pour être le pont entre vous et des connaissances qui peuvent vous sauver de vous détruire en pensant que vous êtes en train de progresser. Si cette vidéo vous a aidé à reconnaître où vous vous êtes acharné au lieu de combattre, si vous avez identifié des schémas qui vous blessaient sous le masque de la détermination, il existe une manière d'honorer ce moment de clarté. Le Super Thanks là-dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Je veux plus de vérité qui me protège de moi-même ». C'est vous qui participez à une mission visant à apporter une clarté stratégique à un monde qui confond obstination et force. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez du contenu qui enseigne la différence entre se battre avec sagesse et s'autodétruire avec un héroïsme mal orienté. Vous n'êtes pas seulement un spectateur. Vous êtes quelqu'un qui apprend à canaliser sa force de manière à vous construire au lieu de vous détruire. Faites partie de ceux qui comprennent que la véritable force inclut de savoir quand adapter le chemin. Comme disait La Fontaine, « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Machiavel observait il y a 500 ans ce que la psychologie de 2024 confirme enfin. La différence entre combattre et s'acharner est la différence entre croissance et autodestruction. Une observation qui fait écho à la sagesse populaire française. Il ne faut pas prendre son désir pour des réalités. Et cette distinction ne peut être appliquée que lorsque vous avez l'humilité de reconnaître que votre stratégie actuelle pourrait ne pas être la bonne. Comme le disait Montaigne, c'est un signe de sagesse que de savoir douter. Écrivez dans les commentaires « combattre » si vous avez reconnu des moments où vous avez confondu acharnement et détermination. Si vous avez identifié des situations où vous vous détruisiez en pensant que vous étiez fort. Si vous êtes prêt à canaliser votre énergie de manière à vous construire au lieu de vous blesser. Et si vous pratiquez déjà cette distinction, racontez comment a été votre expérience. Votre perspicacité peut aider d'autres personnes qui sont piégées dans le cycle de l'acharnement sans savoir qu'il existe une autre voie. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, la force sans sagesse est une autodestruction déguisée en vertu. Machiavel le savait, la science l'a confirmé. Maintenant, il dépend de vous d'appliquer la distinction qui peut vous sauver.